Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle FAQ. C'est la deuxième depuis que je recommence à faire des FAQ en fait. Vous avez vu, on voit le micro, c'est un format qui est beaucoup plus décontracté. Je sais que vous avez adoré la précédente parce que c'est un format dans lequel vous m'avez dit que je pouvais davantage m'exprimer. Vous aviez apprécié le fait que je le faisais et donc que je puisse donner davantage mon avis sur certains sujets. C'est ce que je vais essayer de faire à travers vos questions, parce que j'avais fait un post récemment pour vous demander de me poser toutes vos questions pour la FAQ, et donc j'ai noté quelques questions que j'ai trouvées très intéressantes et auxquelles on va répondre dans cette FAQ. Je vais essayer de ne pas couper tant que possible, que ce soit le plus fluide et conversationnel que je puisse faire. Donc la première question que j'ai notée, c'est une question de Isabelle qui me demande « Bonjour, quelles sont les causes psycho-émotionnelles de la chute de cheveux chez la femme? Merci d'avance Guillaume ». Alors une question qui est pas mal revenue, la problématique des cheveux et de manière générale chez la femme, l'alopécie, la perte de cheveux chez la femme, c'est quelque chose qui semble, alors peut-être à travers les réseaux, plus développé aujourd'hui qu'avant, ou alors peut-être qu'on en parle davantage, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche de plus en plus de personnes d'après moi et auquel j'avais envie de répondre dans cette FAQ. Alors la première chose que j'ai notée à vous signaler, c'est que la cause psycho-émotionnelle déjà des cheveux, on va prendre la localisation des cheveux dans le corps et on va l'associer à un chakra. Les cheveux sont généralement associés au chakra de la couronne, donc le chakra coronal, qui est celui qui est en lien direct avec la spiritualité. Donc on dit souvent en psycho-émotionnel que les cheveux sont le lien entre le matériel et le spirituel. C'est le lien au niveau de la couronne et donc au niveau de l'ouverture spirituelle. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a les cheveux qui ont tendance à tomber? Ça veut dire quoi? Que ce lien semble s'affiner jusqu'à peut-être être coupé complètement dans certains cas. Et c'est pour ça que les cheveux tombent, parce qu'on n'a plus ce lien entre le matériel et le spirituel. Et c'est pour ça qu'en général, quand on perd ses cheveux, c'est qu'on a une sorte on est coupé de son divin. On est coupé du divin en soi. On a tendance à plus se concentrer sur les problèmes matériels, sur la vie matériel et son lot de soucis, parce qu'en général, évidemment, la matière ne nous apporte pas que des beautés, particulièrement justement quand on se coupe de ce divin. Et donc souvent, c'est associé dans un premier temps à cette perte de divin en soi, cette perte de cette connexion, de ce lien spirituel. Mais c'est aussi très souvent associé à un état intérieur de colère, un état intérieur d'exaspération. En fait, on s'arrache les cheveux, au sens propre, et donc finalement s'arracher les cheveux, c'est ça, c'est que les cheveux tombent tellement on est exaspéré, énervé, en colère par rapport à une situation, une personne. En général, ça peut dénoter aussi une grande peur, donc une grande fragilité qui nous ramène dans la matière. La peur nous tire vers le bas dans le côté matériel de la vie. On perd la confiance qu'en général on associe au divin, et tous ces éléments combinés font que on a cette chute de cheveux. Donc si jamais vous êtes concerné par cette problématique aujourd'hui, et comme toi, du coup Isabelle, eh bien je t'invite vraiment, tant que possible, à te reconnecter au divin en toi, à te reconnecter à ton enfant intérieur, au plaisir de l'enfant, essayer de te couper de toutes ces difficultés, de toutes ces horreurs de la matière, on va dire, essayer de te rappeler, de faire confiance à la vie, arrêter de te battre contre la vie, parce que c'est ça aussi en général, c'est une idée de combat contre la vie, c'est dur, on doit se battre. Non, fais confiance à la vie, et la vie te renverra les choses en conséquence qui te sont nécessaires. C'est toujours une question d'évolution, une question de nécessité. Donc on fait face aux défis, on fait face aux challenges qui sont les bons pour nous, sauf qu'à un moment donné, si on se bat en permanence et qu'on n'arrive pas à outrepasser, on revit en permanence les mêmes choses, parce qu'on doit passer ça. Donc la vie nous ramène cette épreuve qu'on passe jamais. Donc rajouter une notion de confiance, reconnecter avec l'enfant intérieur, avec les plaisirs simples de l'enfant. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question. Ensuite, toujours en lien avec les cheveux, et c'est pour ça que je l'ai mis dans un deuxième temps, j'ai une question de Sophie qui m'écrit « Merci pour cette vidéo très intéressante. J'ai une question pour la prochaine FAQ. » Donc ça, c'était sous ma dernière FAQ, justement. Cela concerne les compléments alimentaires. J'ai pris des compléments alimentaires pour faire pousser mes cheveux. Ça a très bien marché et j'ai des nouveaux cheveux qui ont poussé. Mais quand j'arrête ces compléments, je reperds mes cheveux. Comment expliques-tu cela ?
Et j'aimerais savoir de manière générale pourquoi prendre un complément alimentaire pendant 3 mois et arrêter ensuite. Pourquoi ne pas le prendre continuellement ou bien en cure régulière. Si mon corps en manque, c'est pour une raison. Comment savoir quoi prendre et combien de temps le prendre sans passer son temps à faire des analyses. Merci. Ça, c'était une question qui était extrêmement complète. J'ai essayé de la condenser, de condenser la réponse en quelques points parce qu'évidemment, ça soulève énormément de choses. Mais évidemment, dans un premier temps, je vais te dire une chose, c'est que si tu continues à perdre tes cheveux, c'est que la cause sous-jacente est toujours présente. On vient de voir ensemble la cause psycho-émotionnelle et c'est pour ça que je voulais en parler juste après de ta question. Donc, tant que cette cause sous-jacente psycho-émotionnelle, si elle est présente chez toi, et elle doit en général, il y a toujours un petit lien psycho-émotionnel associé, donc essaie de résoudre dans un premier temps cette cause psycho-émotionnelle sous-jacente, pour ensuite pouvoir permettre à ton corps qu'il ne soit pas en permanence tiré vers le bas, en fait. Parce que tu as beau mettre, si tu veux, c'est comme si, je sais pas, tu prenais un glaçon dans la main, ta main elle est chaude, et à chaque fois tu reprenais un autre glaçon pour te dire ah ben je veux un glaçon dans ma main, mais il fondait en permanence, tu remets un autre glaçon, il fond en permanence, parce qu'en fait la cause sous-jacente, qui est la chaleur ici, et donc dans ton cas la cause psycho-émotionnelle, est toujours présente. Après il y a évidemment des causes physique. Quand on perd ses cheveux à ce point, il est possible qu'on ait une déficience profonde en nutriments, et ça, c'est effectivement signalé par le fait que tu me dis, quand tu prends des compléments, ça va mieux. Bah oui, parce que tu donnes à ton corps les briques dont il a besoin pour reconstituer ces fameux cheveux perdus, et en fait, c'est cette capacité à produire et maintenir ta chevelure. Donc, qu'est-ce que j'avais noté ? Parallèlement donc, de ton traitement de la cause, tu peux prendre des éléments essentiels pour les cheveux. On a par exemple le zinc, qui est le zinc, pardon, je le dis jamais bien. Le zinc qui est très intéressant pour les cheveux, qui est important pour la santé des cheveux. Tu as évidemment le soufre, il est très connu pour ça. Je te mettrai si tu veux d'ailleurs des compléments alimentaires que je recommande dans la description. Et si c'est votre cas, vous pourrez vous y référer également. Pour le soufre, tu as le MSM qui est très intéressant. Il y a évidemment la vitamine D, qui est extrêmement importante. S'exposer au soleil, c'est extrêmement important pour les cheveux. Tu as les vitamines du groupe B. Il y a un bon nombre de vitamines du groupe B. Tu as la B3, tu as évidemment la B5, tu as la B6 qui est importante, tu as la B8. Donc ça, c'est les vitamines principales, mais de manière générale, les vitamines du groupe B sont quand même assez importantes pour la santé des cheveux. Et puis, si ton alimentation, de toute façon, elle reste déficitaire en ces éléments-là, forcément, tu vas continuer à perdre tes cheveux parce que tu vas manquer de minéraux, tu vas manquer des vitamines essentielles nécessaires à la pousse et à l'entretien de ces cheveux-là. Après, il y a beaucoup d'autres éléments. Les protéines sont aussi très importantes parce que, évidemment, qu'est-ce qui constitue tes cheveux? Ce sont des protéines qui sont constituées d'acides aminés qu'on retrouve dans les aliments protéinés. Donc, il y a tout ça. Donc, pourquoi quand tu prends un complément 3 mois et que tu l'arrêtes ensuite, ça tombe, tout simplement parce que tu dois manquer, effectivement, comme tu le signales, de ces éléments vitaux. Évidemment qu'on continue une prise de compléments alimentaires tant que l'alimentation est déficitaire. On ne fait pas des petites cures et on se dit c'est bon, c'est fait. Non. Ces éléments-là qui sont des éléments, je pense aux vitamines, minéraux, qui sont des éléments micronutritionnels essentiels dont on a besoin, on doit évidemment aller les chercher dans son alimentation. Et s'ils ne sont pas dans notre alimentation, on doit aller les chercher dans une supplémentation. Ça, c'est obligatoire. Et donc, évidemment que dans ton cas, si tu en manques, c'est à l'année, cette supplémentation-là, jusqu'à ce que ton alimentation puisse couvrir ces besoins-là. Maintenant, pour savoir, tu me dis, mais comment savoir ? Pour savoir ça, tu peux faire une liste de tes repas sur une semaine. Par exemple, en général, on a un peu tous les mêmes repas sur chaque semaine. Donc, tu te fais une liste chaque jour des repas que tu manges. Tiens, j'ai mangé ça, tiens, j'ai mangé ça, tiens, j'ai mangé ça. À la fin de la semaine, tu dresses un bilan en tapant sur Google, etc., des composés nutritionnels importants dont je viens de te parler. Je t'ai parlé du zinc, mais il y a aussi le fer qui est très important, qui permet l'oxygénation du sang, et donc forcément le sang amène les nutriments, et donc les nutriments vont amener évidemment les nutriments au niveau de tes cheveux également, de ton cuir chevelu, donc de tes cheveux. Tu as le magnésium, tu as le soufre à travers le MSM dont je t'ai parlé, tu as les vitamines du groupe B, les vitamines D, la vitamine D qui est très importante, tu as les protéines et tu as aussi évidemment des acides gras suffisamment, notamment des oméga 3 qui sont assez importants pour ton équilibre intérieur. Donc tu fais une petite liste et tu regardes s'il y a bien tous ces éléments. Zinc,
fer, magnésium, je t'ai dit quoi, soufre, protéines, vitamine B, vitamine D, et enfin, protéines. Protéines très importantes, ça aussi je l'ai déjà dit, et oméga 3. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Ensuite, j'ai une question de Fatia. Fatia, tu me demandes « Bonsoir Guillaume, je souhaiterais savoir si la banane donne la constipation. Merci pour un retour. » Alors, ma réponse préférée, ça dépend. Ça dépend. Oui, j'ai vu qu'il y avait un petit commentaire juste en dessous de ton post qui te répondait et qui disait que justement, non, c'était l'inverse d'après la médecine traditionnelle chinoise. Moi, je vais mettre une petite nuance. C'est vrai, hein, cette réponse, ça va juste être la petite nuance suivante, c'est que ça dépend du niveau de mûrissement de ta banane. Si tu vas avoir une banane et que tu vas consommer une banane qui est peu mûre, donc relativement verte, ben elle peut favoriser la constipation pour plusieurs raisons. C'est que notamment ça contient de l'amidon résistant qui peut être difficile à digérer et ça peut ralentir ton transit intestinal. Tu as aussi une teneur qui est élevée en tanins. Je ne sais pas si tu as déjà mangé une banane verte, mais tu as l'impression que ça t'assèche complètement la bouche. Eh bien c'est ça les tanins, c'est que ça va avoir pour fonction de drainer l'eau presque et drainer la salive. Et en fait ça va faire un peu pareil aussi au niveau potentiellement de tes intestins, ça va drainer l'eau et donc quand il y a moins d'eau, il y a un transit qui est ralenti. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en général quand on est constipé, il faut bien boire pour cette raison-là. Donc ça peut être d'ailleurs intéressant, hein, je le signale, pour calmer une diarrhée. Si vous avez une diarrhée et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, banane verte, ça peut être intéressant. Donc dans ce cas-là, oui, attention, ça peut favoriser la constipation, mais sinon, quand tu prends une banane mûre ou bien mûre, non, ça peut tout à fait bien aider à réguler le transit, déjà parce que c'est plein de fibres solubles. Tu vas avoir également un petit peu d'eau, hein, comme dans tous les fruits et légumes, tu as une proportion d'eau évidemment. Tu as aussi des fibres prébiotiques qui vont nourrir ton microbiote intestinal. J'en avais parlé notamment quand je vous avais présenté les prébiotiques, probiotiques, postbiotiques dans une vidéo. J'avais parlé de la banane qui contient justement des fibres prébiotiques qui sont intéressantes pour faciliter le transit, réguler le transit. Donc très intéressante. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, j'avais une quatrième question de Christine qui me dit « Le professeur Joyeux est fâché avec les yaourts nature et vous, qu'en pensez-vous? S'il est bio, où serait le problème ?» J'ai bien aimé cette question parce qu'elle soulève plusieurs points. Alors, effectivement, le professeur Joyeux, il est fâché avec les produits laitiers en général, déjà parce que il a signalé que ça pouvait enclencher et engendrer des problématiques, notamment des cancers de la prostate, donc pas bon du tout. Il a notamment mis en avant le fait que le lait contenait des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, c'est quoi? C'est des éléments qui sont destinés notamment aux petits veaux, qui vont lui permettre de bien croître. Et donc forcément, le lait de vache est pour le veau, le lait de brebis est pour l'agneau, etc., etc. Et donc c'est pour le bébé de la même espèce. Et donc nous, pourquoi c'est un petit peu pernicieux, c'est que nous, on va avoir des facteurs de croissance qui sont destinés à des veaux et qui sont des facteurs de croissance plutôt physiques. C'est-à-dire, le veau, il est destiné à croître physiquement davantage que cérébralement. Or, nous, les facteurs de croissance qu'on a dans le lait humain, ce sont plutôt des facteurs de croissance cérébraux. Donc déjà, pour cette raison-là, il y a un souci. Au-delà de ça, d'ailleurs, la caséine, qui est une protéine présente dans les produits laitiers, est pro-inflammatoire. C'est pour ça que de manière générale, les produits laitiers, on dit attention, pas trop non plus, parce que ça peut être pro-inflammatoire, ça génère des inflammations au niveau de l'intestin, ça fragilise la barrière intestinale et donc ça fragilise l'immunité en conséquence. Ceci dit, pour revenir aux facteurs de croissance, il y a quelque chose, un procédé qui est très intéressant pour les réduire, c'est la fermentation. Quand on fait fermenter le lait, on a une réduction des facteurs de croissance. Et donc ça, c'est fort intéressant parce que ça veut dire que le yaourt qui est fermenté, eh bien, il va y avoir une réduction des facteurs de croissance. Le fromage qui est fermenté, il va y avoir une réduction des facteurs de croissance. Donc ça, c'est très intéressant quand on est sur une base de lait cru. Et donc un yaourt de lait cru qui va être pas consommé non plus en permanence, qui va être consommé occasionnellement, ça peut effectivement être intéressant pour la santé. Ça, c'est mon point de vue. Mais aujourd'hui, on a des yaourts et fromages issus de lait pasteurisés, donc qui ont perdu tout leur intérêt nutritionnel parce que c'est porté à très haute température, notamment des laits UHT, hein, au-delà de ça même. C'est très haute température, je crois que c'est pendant 3 secondes à des températures très élevées.
Ça, c'est en plus pas suffisant pour, pour détruire les facteurs de croissance, mais par contre, c'est très suffisant pour détruire tout ce qui est de l'aspect nutritionnel. Un lait cru, ça peut être tout à fait intéressant sur le plan micronutritionnel, mais quand on l'a passé à des si hautes températures, il ne reste pas grand-chose finalement de cet intérêt nutritionnel. Donc, un yaourt nature, pasteurisé, de grande surface, bio, on va en parler, ça n'a pas l'air très très intéressant. Donc pourquoi bio, on va en parler? Parce que bio, qu'est-ce que ça veut dire bio? Ça veut dire que on a donné aux vaches qui produisent ce lait une alimentation biologique. Certes, elle semble, en tout cas sur le cahier des charges, exempte de pesticides. Mais ça ne veut pas dire qu'on a donné à ces vaches une alimentation qui est la leur. Une alimentation qui est la leur, c'est quoi? C'est eh bien de l'herbe, c'est aussi des feuilles. Les vaches dans la nature consomment les feuilles des arbres. Aujourd'hui, elles sont dans des prés, et même des prés, et quand elles consomment l'herbe, elles ne consomment pas de feuilles, malheureusement, elles sont dans des prés. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce qu'elles consomment se retrouve dans leur viande, se retrouve dans leur lait. Et si on leur a donné des graines, des céréales qui vont être riches en oméga 6 notamment, elles vont avoir un lait qui va être moins intéressant parce que normalement un lait de vache nourri à l'herbe va être riche en oméga 3, là il est riche plutôt en oméga 6, plutôt pro-inflammatoire si on n'équilibre pas avec les oméga 3. Donc pour toutes ces raisons-là, le bio n'est pas forcément mieux, il vaut mieux un lait de vache nourri à l'herbe. Pour le coup, en général, l'herbe est rarement pesticidée, sauf si autour on a vraiment des champs de pesticides, de cultures pesticides, mais voilà, de manière générale, c'est plus intéressant. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas très très mis en avant. C'est un argument marketing qu'on a au niveau des USA, aux États-Unis. C'est en général mis en avant, ils appellent ça grass-fed, c'est notamment pour la viande que c'est mis en avant, mais ça peut être mis aussi en avant pour le lait. Et donc pour toutes ces raisons-là, le yaourt, pourquoi pas, ça dépend de ce que la vache a mangé, ça dépend de si le lait est cru ou pas, et pas tout le temps, parce que ça peut être, de manière générale, si c'est consommé trop souvent, pas terrible pour la santé. Voilà, ça c'est mon point de vue et qui rejoint un petit peu le professeur Henri Joyeux, peut-être moins véhément, mais je comprends son point de vue également. Surtout avec une industrie laitière qui est aujourd'hui très très intensive, on va dire. Ensuite, cinquième question de Emmanuel qui me dit « Merci pour cette FAQ ». Avec plaisir Emmanuel. Comment faire pour éviter les ballonnements à cause de certains aliments comme les légumineuses, malgré le trempage, les oignons et l'ail? Car ce sont des aliments avec plein de bénéfices et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir en manger. Mais cela nécessite peut-être une vidéo. Je te l'ai mise quand même dedans, tu verras, je t'ai quand même donné des éléments, donc non, on va essayer de faire court. Idem sur comment ne plus avoir de remontée gastrique, tu verras, c'est pas si long que ça non plus. Bon du coup, je suis pas sûr que mon message soit ok pour la FAQ, mais cela donne des idées de vidéos, rassure-toi, si ça passe. Alors les ballonnements, ça dépend déjà beaucoup de la vitesse du transit d'une personne. Si tu as tendance à être constipé ou avoir des selles qui sont dures, ça veut dire que ton transit est plutôt lent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bactéries vont avoir plus de temps pour consommer, tes bactéries intestinales, j'entends, vont avoir plus de temps pour consommer les sels et donc les fibres présentes dans les sels notamment, qui sont leur nourriture, les prébiotiques, et donc vont davantage fermenter. Ça va permettre de la production de gaz, parce que quand elles mangent ces bactéries, elles produisent du gaz. Et donc, si ça reste longtemps tes selles dans ton tube digestif, tu vas avoir davantage tendance à fermenter, à produire du gaz. A l'inverse, si tu as un profil plutôt transit rapide, en général, tu fermentes moins. Et par contre, si tu ballonnes dans ce contexte-là, ça peut cacher quelque chose sous-jacent, une petite pathologie, en général. Donc, petit conseil classique, je t'ai noté évidemment bien mâcher pour faciliter le travail de digestion, ça aide grandement, il faut bien mâcher ces légumineuses en général. L'oignon, l'ail c'est pareil, qui contient des composés soufrés, les composés soufrés en général, quand on flatule, quand on pète, eh bien ça sent le soufre. En général, avec ça, c'est pareil pour l'œuf, ça contient pareil des composés soufrés, et en général ça sent le soufre. Et pour ce qui est des légumineuses, en général, c'est autre chose. Mais c'est fermentescible effectivement. Donc ça, tu mâches bien, et sinon, évidemment, cuire plus longtemps. Quand tu cuis plus longtemps les légumineuses ou ce genre d'aliments, tu vas les pré-digérer à travers la cuisson, et donc en général, il y a moins d'impact au niveau de ta digestion, du fait de ballonner. Il y a aussi le fait de manger de plus petites quantités,
peut-être moins souvent, tu vois. Il y a des profils, ça dépend aussi de chaque microbiote. Il y a des gens qui digèrent bien ce genre de choses, il y a des gens qui digèrent moins bien. Par exemple, personnellement, je sais que les poireaux, je les digère pas très très bien, alors que pour autant, une autre personne va plus facilement les digérer. Poireaux, même famille, hein, oignon, ail. Donc c'est assez dépendant de chacun, et donc ça il faut savoir aussi écouter son corps et être progressif par rapport à son corps, à soi, et pas juste par rapport à un contexte micronutritionnel extérieur. Tiens, il y a des bonnes choses dedans, il faut que j'en mange. Non. Est-ce que mon corps les accepte? S'il les accepte moyennement, j'essaie de réduire la quantité, c'est pas très très grave. Voilà, ça c'était pour te répondre. Ensuite, tu as aussi, j'ai marqué intégrer des épices carminatives. Les épices carminatives, c'est des épices qui vont permettre de réduire les gaz. Donc les épices carminatives, tu as le gingembre, tu as le cumin, tu as les graines de fenouil. Donc si tu en ajoutes dans tes plats, ou que tu les consommes à la fin du repas, par exemple avec un petit peu d'eau ou sous forme de tisane, tu vas avoir moins de gaz après la consommation de ces éléments-là. Donc pense-y, les épices carminatives, ça peut être relativement intéressant. Et enfin, tu poses la question des reflux gastriques. Et là, moi, les reflux gastriques, je te dis que dans tous les cas, ils ne devraient pas être là. J'ai fait 2 vidéos sur les reflux gastriques, je te les mettrai dans la description, je t'en mets une ou deux là. C'est déjà, j'avais fait une vidéo sur les causes psycho-émotionnelles des reflux gastriques, et j'avais fait une vidéo sur un peu le côté plus terre-à-terre de l'alimentation et des reflux gastriques. Et donc, les reflux gastriques, en général, ils ne devraient pas être là. Ils sont souvent liés à une mauvaise acidité gastrique. Je ne dis pas qu'elle est trop acide. Au contraire, en général, c'est lié à une trop faible acidité gastrique. Et donc, on ne digère pas bien au niveau de l'estomac. Ça produit des reflux. C'est souvent le cas parce que ça fermente dans l'estomac. Donc ça, regarde ces vidéos, vraiment ça devrait répondre à tes questions, ça devrait t'aider, parce que ça devrait pas être présent. Autant les gaz, ça peut arriver selon les choses, et encore dans certains contextes, ça peut cacher des pathologies, mais voilà, là, reflux gastrique, regarde, c'est important. Ensuite, question numéro 6, c'est une question de Karina, qui me dit, si on mange des fruits, légumes, œufs, poissons, riz complet et légumineuses préalablement trempés, et qu'on continue à avoir des gaz, ça rejoint un peu la question précédente, c'est pour ça que je l'ai choisi, que pourrait-on encore essayer, vérifier? Merci par avance pour tout ton travail et tes vidéos, je t'en prie, ça me fait plaisir, et bonne continuation. Donc déjà, les réponses que j'ai données pour Emmanuel devaient grandement t'aider, Karina, et ensuite, tu peux faire le test, je t'ai marqué, tu peux faire le test suivant, tu retires les légumineuses et les aliments que tu as cités, plus précédemment. Si tu continues à avoir beaucoup de gaz, il est possible qu'il y ait un petit déséquilibre sous-jacent au niveau de ton microbiote. Alors ça peut cacher différentes choses, ça peut cacher potentiellement un SIBO, en général c'est le Small Intestine Bacterial Overgrowth, donc en gros c'est un terme anglais pour te dire que tu as eu un développement qui ne devrait pas se faire bactérien au niveau de ton intestin grêle, et ça en général ça peut créer beaucoup de gaz et des gaz en fait en permanence quoi. Donc si en enlevant ces aliments problématiques qui semblent pour toi produire des gaz naturellement, et que tu as toujours des gaz par la suite, c'est possiblement qu'il y a un développement qui ne devrait pas se faire à ce niveau-là. Surtout si tu es sujette à la constipation et ou diarrhée. Hein. Des fois, il y a des alternances constipation-diarrhée, souvent. Des douleurs souvent abdominales aussi associées. Donc, il faudrait que tu regardes de ce côté-là si c'est le cas. Ça peut être aussi un petit trouble du plus bas, du côlon. Donc, ça peut être une colopathie fonctionnelle. Il faut regarder. Mais sinon, les conseils d'Emmanuel devraient grandement t'aider. Bien mâcher, les épices carminatives, etc. Ça devrait t'aider. Mais si tu ballonnes à tous les repas, là, petite pathologie peut-être sous-jacente. Voilà. Et pas oublier aussi que, je vous ai noté, pour info, les intestins sont directement connectés à comment on assimile et laisse passer les situations et émotions dans notre vie. Tout ce qui est de l'ordre du tube digestif, c'est comment on digère, comment on assimile les situations. Donc s'il y a une situation en ce moment dans votre vie qui bloque, qui fait que vous êtes en résistance, qui fait que voilà, il y a quelque chose qui en vous résiste et digère mal cette situation, traiter cette situation extérieure tant que possible pour avoir une meilleure digestion. Ensuite, question numéro 7, toujours de Karina, j'ai trouvé aussi pertinente. J'ai une jambe et une seule qui enfle.
elle fait 2 fois la taille de l'autre. J'ai entendu parler des bienfaits de marcher pieds nus pour renvoyer les énergies négatives dans le sol, un genre de prise de terre du corps. Pour que cela fasse effet, combien de temps faut-il marcher pieds nus par semaine et sur une période de combien de mois? Alors déjà, première chose, ça peut être un signe d'un œdème dangereux. Donc si tu ne l'as jamais montré à un médecin, je t'invite à le montrer, hein. Surtout s'il est soudain, s'il est douloureux, s'il est rouge, tu sens qu'il y a une inflammation, surtout aussi si c'est accompagné d'un essoufflement. Là, je t'invite vraiment à consulter un médecin dans un premier lieu, hein, pour vraiment te sécuriser et être sûr que ce n'est pas dû à autre chose. Mais si la dangerosité a été vérifiée, je t'ai noté quelques conseils. Donc effectivement, marcher pieds nus, ça permet, on a des études qui ont montré ça, c'est très intéressant. Il y a plein de travaux, ce qu'ils appellent le earthing, c'est le fait de se grounder, de se mettre à la terre, effectivement, donc de se connecter à la terre pour bénéficier notamment des électrons à la surface de la terre, pour avoir une circulation de l'énergie électromagnétique dans le corps qui va également favoriser une bonne circulation des fluides. Et on l'a vu sur des personnes notamment qui avaient des extrémités froides, on voit que quand elles se connectent à la terre quotidiennement, et même en dormant sur des matelas qui sont connectés à la prise de terre, eh bien on voit une meilleure circulation dans les membres, justement parce que c'est favorisé par cette connexion à la Terre et à la surface de la Terre et aux électrons, notamment à la surface de cette Terre-là. Donc première chose, et donc pour un ordre d'idée, il n'y a pas de il faut marcher tant, il faut se connecter le plus possible à la Terre parce qu'on n'est pas fait pour être déconnecté de la Terre, donc ça c'est la réponse universelle. Maintenant, si tu fais 20 minutes par jour à marcher pieds nus ou à te connecter, à t'asseoir par terre, à toucher la Terre pendant 20 minutes par jour, déjà tu devras avoir de très bons résultats. Par la suite, je t'invite à faire 3 choses. La première chose, c'est un massage lymphatique doux, parce que tu peux avoir en fait un œdème lymphatique, c'est ta lymphe qui circule pas bien, peut-être parce que tu bouges pas assez dans la journée, parce que la lymphe est notamment dirigée grandement par l'influx musculaire, la contraction musculaire. Donc quand on contracte nos muscles, on fait bouger la lymphe qui est en surface, et donc un massage lymphatique, c'est très très simple, c'est en général, on effleure pour faire un massage lymphatique, comme si on faisait des petites caresses. Eh bien, tu peux faire ça au niveau de ta jambe, tu vas partir du bas de ta jambe et tu vas remonter comme ça, progressivement, en appuyant un petit peu, sans appuyer trop non plus, voilà. On va remonter, essayer, tu vois, comme si tu essayais de faire remonter ton œdème au niveau de ton naine. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'aine, tu as tes ganglions lymphatiques qui, eux, vont réceptionner les toxines accumulées par la lymphe et vont pouvoir les traiter. Donc tu peux faire déjà un premier drainage lymphatique dans un premier temps. Si cet œdème, maintenant, dans un deuxième temps, est plutôt causé par une mauvaise circulation sanguine, bien évidemment, tu as compris, marcher pieds nus, ça aide, mais tu peux aussi, 15 à 20 minutes par jour, mettre ta jambe en l'air, littéralement, pour permettre justement à ce sang d'aller plus facilement vers le cœur et qu'il y ait un retour qui soit facilité par la gravité, en mettant ton pied en l'air et donc ta jambe plus basse, et le reste de ton corps plus bas. Et enfin, dans un dernier temps, tu peux aussi avoir une bonne hydratation en réduisant ton apport en sodium, qui lui va avoir tendance à augmenter la rétention d'eau, parce que le sodium retient l'eau en fait, de manière générale. Ou alors, si au contraire tu me dis ah non, moi pas du tout, au contraire je consomme jamais de sel, j'en mets jamais dans mes plats, etc. Là je vais te dire, alors mets un petit peu plus de sodium, parce qu'en général le corps qui manque de sodium aura tendance à essayer tant que possible de faire des réserves, à stocker son eau pour ne pas en manquer. Donc, bonne hydratation, augmenter ou arrêter, ou en tout cas réduire, parce qu'on en a besoin, ta consommation de sodium, ça peut aider aussi dans un dernier temps. J'espère que ça t'aidera. Ensuite, j'ai une question de Lynn. 8e question. J'ai beaucoup aimé la première et j'ai hâte de la deuxième. Tu parles de la FAQ, je te remercie beaucoup, ça me fait plaisir. J'aimerais bien que tu me parles de l'inflammation, si cela t'est possible. Merci. Bien évidemment que je peux faire ça. L'inflammation, c'est un processus qui est naturel dans l'organisme. L'inflammation, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est le processus de réparation. S'il n'y avait pas d'inflammation, tu ne te réparais jamais. L'inflammation, c'est quoi ? En gros, c'est la mise à disposition des forces de ton organisme jusqu'à une zone qui est lésée. Donc par exemple, quand tu te tords la cheville, admettons, tu te fais une entorse, eh bien tu vas avoir un gonflement, tu vas avoir une inflammation locale, parce que le corps va amener beaucoup d'éléments à cet endroit-là pour réparer cette zone.
Donc l'inflammation, c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est pour ça que pour moi, prendre des anti-inflammatoires dans un contexte de pathologie où on pourrait ne pas en prendre, attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, dans un contexte où, bon, c'est gérable, bah aujourd'hui on a tendance un peu à bouffer des cachetons comme ça, de se dire, oh, anti-inflammatoire, j'ai mal, un petit anti-inflammatoire, hop, hop. Non, cette inflammation, elle est nécessaire pour se réparer plus vite. Quand on prend des anti-inflammatoires, on ralentit le processus de réparation de l'organisme. Donc ça, c'est la première chose, l'inflammation est une bénédiction, c'est super, et en général, quand il y a inflammation, il y a douleur. Voilà, ça c'est un petit lien qui est assez général. Maintenant, l'inflammation n'est pas toujours bonne. L'inflammation peut aussi être négative, dans le cas où en fait c'est une inflammation extérieure, générée par un élément qu'on aurait pu éviter. Par exemple, je consomme un aliment industriel complètement pourri, qui contient des additifs, qui contient des graisses trans, qui contient des sucres à outrance, je vais générer un état inflammatoire à l'intérieur de l'organisme parce que quoi ? Parce qu'il y a une agression, le corps répond à cette agression, il nous défend, l'inflammation, là on se dit c'est génial, mais on aurait pu l'éviter cette inflammation, parce que si on n'avait pas consommé ces aliments complètement pourris qui viennent attaquer notre organisme, on n'aurait pas eu à se défendre. C'est pareil, l'inflammation causée par la pollution. Quand on vit dans un environnement extrêmement pollué, on va avoir évidemment une réponse de défense de notre organisme. Et ça aussi, si on vit dans un environnement qui n'est pas pollué, on pourrait l'éviter. Donc c'est juste comprendre ça, c'est que l'inflammation est toujours un processus bénéfique, mais au moment où c'est un facteur externe qu'on pourrait éviter qui la génère, là l'inflammation, on peut la considérer comme négative. En tout cas, ce facteur externe pourrait être considéré comme négatif, puisque vecteur de cette inflammation qui n'aurait pas lieu d'être. J'espère que ça répond à ta question. Et j'ai une question presque dernière, avant-dernière. 9e question, une question d'Alessandra qui me dit « Bonjour Guillaume, quelle est la différence entre le magnésium lysinate, glycinate chélaté et le bisglycinate de magnésium, s'il te plaît ?» Alors, des magnésiums, il y en a plein de formes. Les magnésiums, selon leur forme, ils ne sont pas assimilés au même endroit parfois. Et selon leur forme aussi, ils ne vont pas apporter les mêmes éléments. Par exemple, si je te prends un magnésium citrate, il va t'apporter un élément citrate et du magnésium. Si tu prends un magnésium glycinate ou bisglycinate, il va t'apporter un élément de glycine, donc un acide aminé, la glycine, ou bisglycinate, 2 éléments de glycine, 2 acides aminés de glycine. Si tu prends un magnésium lysinate glycinate, tu vas avoir un acide aminé essentiel qui est la lysine qui va être apporté et un deuxième acide aminé non essentiel qui est donc la glycine qui va être apporté. Chélaté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton magnésium, il est associé à cet acide aminé, à cet autre élément. Donc il est chélaté, ça veut dire qu'il n'est pas tout seul, le magnésium, il ne se balade pas comme ça tout seul. Il est attaché à un élément. Et donc il est attaché à un lysinate, il est attaché à un glycinate. Et donc c'est ça que ça veut dire. En général, tout ce qui est chélaté est mieux assimilé que du magnésium comme ça, n'importe comment, du magnésium élément. Et donc, quel est le mieux ? En fait, les deux sont très très bien assimilés. Entre du glycinate ou du bisglycinate et du lysinate-glycinate, on a 2 très bonnes assimilations. C'est juste que tu ne vas pas avoir, grâce à ces éléments, les mêmes effets supplémentaires. Je t'ai noté notamment les bienfaits de la glycine. Bon, la glycine, elle fait plein de choses dans l'organisme, comme acide aminé. Mais elle a notamment une fonction qui est plutôt relaxante, plutôt basée sur le sommeil. Et tu vas avoir la lysine, elle, qui va avoir plutôt une fonction sur le système immunitaire, sur la santé des os. Et donc, le fait d'avoir un lysinate-glycinate, tu vas bénéficier de ces deux-là. Donc, effectivement, un lysinate-glycinate, ça peut être une bonne forme de magnésium. Et le bisglycinate, tu vas avoir plutôt un effet plus grosse propension à avoir une relaxation, à avoir une détente, parce que ça agit notamment sur le GABA, qui est un neurotransmetteur. Donc, voilà, après, c'est vraiment comment tu préfères, comment tu te sens le mieux, comment tu l'assimiles le mieux, comment tu le digères le mieux. En général, d'ailleurs, ces formes sont très très bien tolérées sur le plan digestif. Voilà, on est sur quelque chose de très fin. Sachant que la lysine, tu la retrouves dans toutes les protéines complètes que tu consommes, les viandes, le tofu, les poissons, les œufs, t'en retrouves là-dedans. Donc, il ne faut pas aller chercher sa lysine nécessairement dans du magnésium. Mais voilà, c'est juste pour que tu le saches. Et enfin, dernière question de Lou qui me dit
Bonjour Guillaume et merci pour cette FAQ très utile, je suis ravi qu'elle vous plaise. Je découvre les problèmes liés à l'acide phytique grâce à tes vidéos. J'aimerais savoir ce que tu penses des pains des fleurs sarrasin au quinoa et du pain complet, par quoi le remplacer si nécessaire. Pour les légumes, faut-il tous les laisser tremper avant de les cuire à la vapeur? Merci beaucoup. Alors pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, ou qui n'ont pas vu mes vidéos sur le sujet, l'acide phytique c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un antinutriment, c'est une substance qu'on retrouve dans les éléments végétaux qui sont là pour... ces substances sont là pour défendre la plante qui n'a pas envie d'être mangée ou pas conditionnée pour être consommée. Donc, que fait l'acide phytique spécifiquement? Il va s'attacher justement aux minéraux du repas qu'on va consommer, comme par exemple le magnésium. Si jamais je mange un aliment qui est riche en magnésium, eh bien, si en parallèle j'ai consommé un aliment qui est riche en acide phytique, cet acide phytique aura tendance à justement chélater mon magnésium, et en fait je ne vais pas l'assimiler celui-là parce qu'il va l'emmener et je vais l'éliminer à travers mes selles, parce qu'il l'aura attrapé. Donc ça c'est le principe de l'acide phytique. Et donc pour répondre à ta question, savoir s'il y en a dans le pain des fleurs, le sarrasin, le quinoa, pain des fleurs de sarrasin ou de quinoa, le pain complet, là j'ai envie de te dire, te prends pas trop la tête. Vraiment, là il ne faut pas se prendre la tête. Pourquoi? Parce que le pain des fleurs de quinoa, le pain des fleurs de sarrasin, c'est des aliments qui sont transformés. Donc ces aliments-là, ils ont été broyés, remis en farine, ils ont été cuits, etc. Donc là déjà ta proportion d'acide phytique, elle est drastiquement réduite par rapport aux grains entiers. Moi là où je veux attirer votre attention par rapport aux antinutriments, c'est quand on mange brut, varié, de qualité, ce que je vous invite à faire justement, eh bien il faut savoir ces techniques de réduction des antinutriments parce qu'on part du produit brut. Et donc effectivement le trempage, quand on part d'un sarrasin brut, quand on part d'un quinoa brut, il est pertinent parce que là on va éliminer l'acide phytique qui est en grosse quantité, alors que là dans ces produits transformés, non. Dans le pain complet, c'est pareil, le pain complet, alors bien que il est complet et c'est dans l'enveloppe du grain, donc qui fait qu'on a du complet, que tu retrouves le plus d'acide phytique et d'antinutriments. Donc effectivement, dans du complet, tu as plus d'acide phytique que dans du blanc, où on a enlevé l'enveloppe. Ça, c'est important de le savoir. Mais dans un pain complet, c'est pareil, c'est une farine, donc ça a été moulu sous forme de farine. Le moulage, le fait de moudre, ça se dit le moulage? Je crois qu'on dit le moulage. Le fait de moudre, eh bien, va réduire la présence aussi en partie de cet acide phytique. Après, il y a eu une cuisson quand même, ça réduit l'acide phytique aussi. Donc, tu vois, tout ça, tu te sors de la tête. Si tu consommes du pain des fleurs, c'est des produits transformés. Ces produits transformés-là, l'acide phytique, on le met de côté, quoi. Vraiment, on ne se prend pas le chou avec. Et quant aux légumes, non, il ne faut pas les faire tremper parce que déjà, les légumes, ils ne contiennent pas d'acide phytique, c'est pas un des antinutriments qu'ils contiennent, ils en contiennent d'autres, mais ces autres antinutriments, en général, quand tu pelles tes légumes, par exemple, tu pelles ta pomme de terre, tu pelles ta carotte, tu vas éliminer une partie des antinutriments, et quand tu vas avoir une cuisson, par la suite, tu vas enlever aussi une partie des antinutriments. Alors attention, j'ai pas dit non plus qu'il fallait tout consommer cuit, enlever la peau à chaque fois, non, parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans la peau, c'est toujours contextuel, et c'est toujours évidemment aussi une variété, c'est qu'on fait varier aussi le fait de j'enlève la peau, tiens, je mange la peau, tiens, voilà, selon comment l'organisme répond. Voilà, on n'est pas tous pareils, notre organisme ne répond pas de manière identique à chaque fois. Donc voilà, juste savoir les choses. Si on a une pomme de terre et qu'on sait que on a des douleurs articulaires, etc., on sait que ça contient des lectines. Donc ces lectines-là, effectivement, si on est sensible, qu'on a des douleurs articulaires, qu'on a les intestins un peu fragiles, etc., c'est mieux évidemment d'enlever la peau qui contient aussi une bonne partie de ces lectines et de cuire ces pommes de terre un petit peu plus longtemps. Comme ça, effectivement, on aura moins de douleurs articulaires, on aura moins de problèmes digestifs et ça nous fera beaucoup de bien. Donc voilà, c'est toujours contextuel, gardez ça en tête. Il n'y a jamais de réponse universelle. La seule réponse qui vaille, c'est la réponse de votre organisme, la réponse de votre intuition, la réponse de votre être intérieur. Et c'est vraiment, vraiment ça qui est important. Voilà, j'espère que cette FAQ vous aura plu. Je vous reposerai comme ça un petit post à un moment donné pour vous refaire une FAQ si vous avez apprécié celle-là. J'espère que elle vous aura pas ennuyé. Je vois que ça fait déjà 40 minutes que je tourne. Bon, il y a quelques petites coupures, il y a un début un peu long. Ça fera une vidéo de 30 et quelques, donc j'espère que ce sera pas trop long. Dites-moi si ce format vous plaît. Ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir vos retours parce que c'est comme ça que j'évolue. Moi, en tout cas, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.